à toutes, bonjour à tous. C'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau journal sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mardi 30 mai 2023 et voici les titres qui font l'actualité en ce début de semaine. Les équipes du Festival international du film d'animation se préparent à accueillir les quelques 13 000 personnes accréditées pour cette édition 2023. Un rendez-vous qui débutera dès ce dimanche 11 juin. Les précisions à suivre dans un instant. Et puis focus ce soir sur une initiative originale, celle de l'entreprise Skitech qui s'est donnée comme mission de transformer vos vieilles paires de ski en mobilier design. Camille Privat est allée à leur rencontre et nous verrons que fin de vie n'est pas forcément synonyme de déchetterie. On débute avec du football ce soir et la victoire en fin de semaine dernière du FC Annecy qui a réalisé un nouveau très gros coup ce vendredi au Parc des Sports. Après Le Havre, c'est Bordeaux qui s'est incliné 1-0 sur la pelouse annécienne lors de la 37e journée de Ligue 2. L'unique but de la rencontre est signé Vincent Pajot à la 9e minute de jeu. Avant le dernier match de la saison, vendredi 2 juin prochain au stade Charletti contre le Paris FC, les Savoyards sont 14e du classement avec 45 points, soit 2 de plus que Laval, le premier relégable. Sébastien Germain a recueilli la réaction d'après-match de Laurent Guyot, l'entraîneur du FCA. On l'écoute. C'est les matchs qu'on aime, il y a du monde, il y a de l'enjeu. Il y a une belle équipe en face. On a fait le début de match qu'on voulait, on a été efficace. Le seul regret qu'on peut avoir si on fait la fine bouche, et qui nous aurait peut-être permis d'avoir une fin de match un peu plus tranquille, c'est le début de seconde période où vraiment on a eu des opportunités. On ne s'est pas créé d'occasion, mais on a vraiment eu les opportunités pour s'en créer. Mais bravo aux joueurs. Et puis comme vous le savez, on peut pas être complètement satisfait parce que c'est pas fini. J'avais dit 44 points, comme quoi des fois on dit des bêtises. Et puis finalement, même à 45, c'est pas fini. Alors ça suffira peut-être, mais en tout cas, on le sait pas. C'est serré en haut, tout est à faire en haut, tout est à faire en bas aussi. On est positionné à nouveau, mais en tout cas, on va savourer, puis on va se préparer tranquillement, sereinement, mais avec beaucoup de sérieux pour ce match au PFC de vendredi prochain. Jour J, -11 avant l'ouverture du Festival international du film d'animation d'Annecy. Cette année encore, l'événement voit grand et promet une édition 2023 pleine de surprises en tout genre. Après année, le nombre d'accrédités ne cesse de grandir et pour ce cru 2023, il a dû être plafonné. Preuve que le FIFA est aujourd'hui presque victime de son succès. Sébastien Germain a assisté ce mardi matin à la conférence de presse du festival. On regarde son reportage. Il faudra désormais s'y habituer. Dès cette année, le Festival international du film d'animation d'Annecy débutera le dimanche. Le rendez-vous est donc pris pour le 11 juin prochain avec la cérémonie d'ouverture et les premières projections. Fort d'un succès toujours plus grand, année après année, les organisateurs ont donc fait ce choix de rallonger l'événement pour satisfaire à la fois le public et les plus de 13 000 accrédités. Autant dire que le festival est en passe doucement mais sûrement de devenir victime de son succès. C'est un bon problème, mais en tout cas oui, on a travaillé dur pour arriver à mettre cette manifestation au niveau où elle est aujourd'hui. Annecy est la première manifestation mondiale pour le cinéma d'animation, Annecy est la capitale du cinéma d'animation et on est la deuxième manifestation en France après le Festival de Cannes pour le cinéma et l'audiovisuel, donc on en est très fiers et maintenant effectivement notre chemin est celui de l'excellence, mais c'est tant mieux parce que c'est comme ça qu'on arrive à se maintenir et encore une fois proposer chaque année la meilleure édition possible. 2 semaines après le Festival de Cannes et le cinéma, Annecy s'apprête donc à devenir le temps d'une semaine l'épicentre mondial du film d'animation. 11 longs métrages ont été sélectionnés pour la compétition officielle. Autant dire que les places sont très chères pour les œuvres. De quoi donner des nœuds au cerveau de Marcel Jean, le délégué artistique et programmateur en chef. Ce sont des problèmes de riches puisque notre défi, c'est plutôt de faire les bons choix et d'arriver à donner à tous ceux qui ont une place dans le festival une tribune qui soit à la hauteur de la qualité de ce qu'ils nous soumettent. Alors, préserver l'ensemble des équilibres, c'est ça notre défi. Cette année encore, le FIFA sera placé sous le signe de l'international, avec plus de 100 nationalités représentées, et l'animation mexicaine sera mise à l'honneur, avec notamment la présence du réalisateur Guillermo del Toro, oscarisé pour Pinocchio. Les festivaliers auront en outre la chance de pouvoir découvrir 3 séances événements de 3 franchises très attendues, les Tortues Ninja, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars.
Une fois encore, le cru 2023 s'annonce grandiose. Quand on a The Inventor avec Jim Capobianco comme co-réalisateur et avec Pierre-Luc Grangeon, quand on a en compétition quelqu'un comme Yu Jian, ce cinéaste chinois qui a une énorme réputation et qui a figuré 2 fois en compétition à Berlin jusqu'ici. Chez les Japonais aussi, on a un défilé de grands noms. Et en parallèle du festival, le marché international du film d'animation continue lui aussi de grandir, au sens propre comme au figuré, avec plus de 10 000 m² de surface, plus de 160 stands et un nouveau lieu, le campus. Tous les signaux sont donc au vert pour que cette édition 2023 du FIFA atteigne les sommets. L'actualité de ce mardi était également marquée par des mouvements sociaux chez nos confrères du groupe de presse du Messager dans le Chablais. Des élus syndicaux ont en effet appelé l'ensemble du personnel à faire grève durant 2 jours. Un appel auquel ont répondu favorablement 2/3 des journalistes de la rédaction. Ces derniers feraient face à une surcharge de travail alors que leur rémunération stagne. Des décisions stratégiques voulues par la direction sont également pointées du doigt. Elles mettraient en péril la ligne éditoriale du journal. Pour parler de ce mouvement de grève, Lucas Ruche a pu contacter Juliette Barrault, journaliste et représentante syndicale pour le groupe de presse. On l'écoute. La raison du mouvement de grève du Messager, qui a été suivi du coup par une vingtaine de personnes, c'est que les journalistes rencontrent des problèmes déjà depuis de nombreuses années, même plusieurs mois, sur une surcharge de travail, sur aussi un manque de considération, autant que ce soit d'une reconnaissance tout court, et puis même une reconnaissance salariale, parce qu'on a des salaires qui stagnent. On est payé un peu au-dessus de la grille de la presse hebdomadaire, qui est la plus basse du journalisme. Et on est dans des régions chères. Au Messager, on est dans l'Ain, en Haute-Savoie, dans des régions frontalières, en Savoie aussi. Donc la vie est de plus en plus chère. Et de l'autre côté, les salaires n'augmentent pas et la charge de travail, elle augmente depuis plus longtemps et de plus en plus. Donc c'est ce qui nous a poussé en fait d'abord à alerter notre direction il y a presque 1 mois pour dire qu'il y avait des soucis qui étaient des soucis partagés, et sans réponse concrète, on a décidé de se mettre en grève. On a l'impression que notre direction, on est dirigé par des gens qui ne sont pas journalistes de profession, et bon, ça en soi c'est pas un problème, mais ils n'ont pas conscience du rôle de l'information, de l'importance du métier de journaliste. On nous a dit même que vendre un journal, c'était comme vendre un paquet de pâtes, sauf que l'information, ça a un rôle dans la démocratie, pour les citoyens, et ça, c'est pas reconnu, et du coup, il y a un manque de compréhension du travail des journalistes qui se ressent aussi, du coup, dans la gestion du journal, dans la façon maintenant de faire les unes, où s'il y a un regard qui est pas éditorial, mais aussi très marketing et commercial, sans prendre en compte ce qui peut être possible s'il y a une discussion, mais ça passe au-dessus et par-delà les positions des journalistes ou les informations, les articles traités par les journalistes. La saison hivernale vient de se terminer et peut-être avez-vous déjà rangé vos vieilles paires de skis au placard. Mais si ce n'est pas le cas, attendez toutefois pour cela. Une idée pourrait peut-être vous intéresser, celle de l'entreprise Skitech qui s'est lancée depuis 3 ans comme défi d'utiliser cet emblématique objet de nos montagnes comme d'un matériel de construction. La start-up savoyard est partie d'un constat simple. En moyenne en France, 1,5 million de skis sont jetés chaque année. L'idée a donc été trouvée de leur donner une seconde vie en les transformant en mobilier. À Alpespace, Camille Privat s'est rendue dans les ateliers de la firme où le terme rebut possède là une signification bien singulière. Regardez. Dans cet entrepôt, une montagne de skis. Ici, toutes les couleurs, les marques et les époques sont représentées. Ces skis ne sont pas destinés aux pistes, mais bel et bien à votre salon. Donc là, ça va être tout le gisement qu'on va avoir des skis avant le tri et la sélection. Donc comme ils arrivent des déchetteries. Skitech fabrique des meubles un peu particuliers, car ces skis récoltés en déchetterie sont utilisés comme matière première. Une fois remis à neuf, ils seront transformés en table, en tabouret ou même en abribus made in Savoie. En moyenne, la durée d'utilisation d'un ski est de 3 à 5 ans. L'objectif est donc de prolonger leur durée de vie. Techniquement, c'est un produit qui est très performant.
Donc on peut se permettre pas mal de choses au niveau du flex, au niveau de la solidité du produit, de sa légèreté et de sa ligne, qui pour moi on arrive sur quelque chose de très élancé, très coloré, donc on peut vraiment s'amuser avec ça. En France, ce sont en moyenne un demi-million de skis qui finissent à la décharge chaque année. L'entreprise s'est lancé le défi d'en réutiliser 20% d'ici 2025. Un engagement écologique fort quand on sait que le ski n'est pas un objet recyclable. Aujourd'hui, c'est enfoui en décharge ou c'est réduit en combustible solide de récupération. Parce qu'on ne sait pas, en fait, c'est un sandwich de divers matériaux emballés dans de la résine et donc aujourd'hui, il n'y a pas de solution de recyclabilité. Choisir le bon modèle dans leur stock de 12 000 skis, couper, nettoyer, lustrer. Le processus de fabrication nécessite un grand nombre d'étapes et de la collecte à la mise sur le marché, c'est un travail d'orfèvre. On aime à dire que les finitions correspondent à 20% du travail total, mais correspondent en temps à 80% du temps. Voilà. Pour les structures les plus importantes, comme les abris à vélo, il faut également réaliser une série de tests pour identifier les propriétés mécaniques. En 2022, l'entreprise a permis de donner une seconde vie à près de 500 skis. Et nous arrivons au terme de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur 8 Mont-Blanc, Thierry Paulme vous dira tout de la météo pour les prochains jours. Après quoi, vous retrouverez Sébastien Germain pour votre magazine L'Aparté de la Rédac, qui portera ce mardi sur Malraux Scène Nationale, avec comme invité sa nouvelle directrice Frédéric Penn. Quant à moi, je vous retrouve demain mercredi pour un nouveau journal. Et d'ici là, passez une agréable soirée avec nos programmes. À bientôt.